De tout temps, une poignée d'hommes a forgé la destinée des peuples. Chefs de clan et puissants chamans. Amiraux et capitaines. Généraux et hommes d'État. Guerriers, tyrans. Tandis que le peuple de Thessalie prospérait, une autre race de guerriers s'est lancée vers les côtes de la Crète. Le roi Pélops et ses 3 fils faisaient voile vers le nord dans leurs rapides esquives. Chassés d'Égypte, ils escomptaient trouver une terre digne de conquête quelque part sur les rivages de la Méditerranée. La première île qu'ils découvrirent était la Crète, que les brillants Minoens contrôlaient. Ils durent fuir à nouveau, poursuivis par la flotte minoenne. Pélops et ses fils se devaient de trouver un havre crétois où ils pourraient rester cachés assez longtemps pour rétablir leurs forces. Puis, ils seraient prêts pour reprendre leur course vers le nord, à la recherche d'une nouvelle terre où s'établir. Le prospère peuple de Thessalie va bientôt recevoir de la visite. Le blocus de la marine britannique contre l'Allemagne commence à payer. La flotte allemande est bien construite, mais ne vaut pas la flotte britannique, en particulier dans leurs eaux territoriales. Pour briser le blocus, la flotte a décidé d'attirer les navires ennemis dans des eaux amies, où ils peuvent les couler les uns après les autres. Coup de chance pour les Allemands, les Britanniques ont remplacé Winston Churchill au poste de premier lord de l'amirauté. Son successeur sera peut-être plus enclin à tomber dans les pièges allemands. Le Kaiser et le ministère de la Guerre ont élaboré plusieurs offensives majeures qui seront mises en place à la fin de l'année. Mais sans approvisionnement, elles sont vouées à l'échec. Cela demanda plusieurs années, mais finalement les humiliations d'une élection perdue et d'un coup d'État raté ont été effacées. Au cœur du Kremlin, alors que Grigor Stoyanovitch s'installait dans sa nouvelle résidence, la vodka coulait à flot pour célébrer la victoire. Cependant, les cartes et les plans de bataille étaient dressés pour préparer la prochaine phase d'expansion. Grigor voulait plus de territoire et il savait exactement où les prendre. Dans les années qui suivirent la consolidation de la capture de Moscou, un problème avait fait surface.
La machine de propagande de Grigor ne pouvait dissimuler les violences commises par ces robes noires. Les bourgeois et les dissidents fuyaient massivement Novaya Russia et racontaient les atrocités commises et la terreur. L'Ukraine, sentant le danger, avait déjà engagé un processus d'alliance avec les principales puissances européennes. Et ces puissances, dont les souvenirs de fêtes similaires lors du siècle précédent étaient encore très vifs, n'allaient pas ignorer la menace qui se faisait sentir à l'Est. Il fallait que l'Ukraine rejoigne la bannière de Novaya Russia, et Grigor pensait que son ancien allié serait une proie facile. En revanche, les puissances européennes allaient poser des difficultés. Pour les neutraliser, il devait agir vite et de manière décisive, ou il risquait de perdre tout ce qu'il avait déjà acquis. Golay, le bouffon, frissonnait en sortant de la maison de Bayeux, mais ce n'était pas seulement de froid. Une révolte sourdissait contre son maître, Guillaume, duc de Normandie, et Golay savait que les conspirateurs passeraient bientôt à l'action. Même avec le soutien déclaré de Henri, roi de France, l'avenir de Guillaume était bien incertain. Resserrant sur lui son vêtement, Golay se dirigea vers les portes de la ville, désireux de retourner auprès de son maître. Des chuchotements venus d'une allée proche retinrent son attention. Le timbre et le rythme de la conversation, surtout à cette heure de la nuit, ne respiraient guère l'innocence. Intrigué, Golay se faufila doucement vers les voix.